Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Un assassin mis hors d'état de nuire et de nombreuses questions qui restent en suspens. C'est désormais vers les proches de Mohamed Merah que se tournent les enquêteurs et la justice pour tenter d'éclairer les zones d'ombre de cette affaire et essayer de mieux comprendre la dérive meurtrière de ce jeune délinquant passé terroriste. Les gardes à vue de son frère, Abdelkader, de la compagne de ce dernier et de la mère du tueur ont été prolongées. Elles pourraient durer jusqu'à dimanche matin. Des explosifs auraient été découverts dans le véhicule du frère de Mohamed Merah, présenté comme le chef du clan familial. Ceux qui ont connu de près ou de loin le jeune tueur en dressent un portrait tout en nuances. Sur ces images amateurs, Mohamed Merah souriant et effectuant un rodéo sauvage. Ceux qui le connaissent le décrivent comme un jeune homme au visage d'ange, loin de l'image d'un fanatique religieux. Il aime les scooters, les sorties en boîte. Dans le quartier des Isards où il a passé son adolescence, c'est l'incompréhension. C'était un garçon bien, comme tous les jeunes. Quand il voyait par exemple une mère de famille galérer avec ses courses, il aide à porter les courses. Il joue au foot. Moi, par rapport, il ne m'a jamais parlé de religion. On parlait plutôt de moto, de football, de Barça Real, des conneries comme tous les jeunes, même ces dernières semaines. Mohamed Merah naît il y a 23 ans à Toulouse. Quatrième d'une fratrie de 5, il occupe la place de celui dont on accorde peu d'importance. Au divorce de ses parents, il réalise ses premiers délits. De 2006 à 2010, il enchaîne les vols avec violence et les séjours en prison plus ou moins longs. C'est là que serait née sa radicalisation. Il a été un peu lâché par une mère qui n'en pouvait plus aussi, qui n'arrive plus à tenir ses enfants. La prison, elle l'a un petit peu détruit, je pense. Et puis en prison aussi, il a commencé à se radicaliser avec des co-détenus et autres, et puis avec l'influence du grand frère. Moi, ce que je peux vous dire de ce garçon, que je connaissais bien, c'est un garçon fragile, qui s'est fait enrôler. Enrôlé au point de partir en Afghanistan et au Pakistan dans l'intention de se former au djihad. À son retour, rien ne semble transparaître dans son comportement aux yeux de ses proches. Une ancienne voisine l'avait pourtant accusé d'essayer d'entraîner d'autres enfants dans la guerre sainte. Mon neveu même l'avait pris dans sa voiture, il lui montrait des vidéos avec toutes les horreurs qui se passent là-bas en Afghanistan. Jusqu'au bout, Mohamed Merah aura eu deux visages, celui d'un gamin des cités postant des photos de lui sur un blog et celui devenu en une semaine l'ennemi public numéro 1. Après les hommages officiels, l'heure était hier au recueillement pour les proches des victimes de Montauban. En attendant un grand rassemblement prévu aujourd'hui à Toulouse, plus d'1 millier de personnes a rendu hier hommage à ce caporal de 25 ans, tombé il y a une semaine sous les balles du tueur. 16h30, les commerçants de Manduel baissent leurs rideaux en signe de solidarité avec la famille d'Abel Chenouf. Sur les allées Jean Jaurès, la foule se rassemble. Amis, simples connaissances ou représentants des communautés juives et musulmanes, plus d'1 millier de personnes qui toutes ont souhaité être là en souvenir d'Abel. C'était très important pour moi de venir ici parce que ça fait très longtemps que je le connais et c'était un ami très cher. Donc beaucoup de tristesse et beaucoup de peine quand j'ai appris ce qui s'était passé. On ne peut pas rester sans réagir et avoir de la compassion pour cette famille qui est dans le deuil et pour toutes les familles, quelles qu'elles soient. Le cortège a traversé le village dans un silence impressionnant. Devant le cimetière, il a été rejoint par les frères d'armes du caporal Chenouf et par sa famille, au premier rang de laquelle les parents et la compagne d'Abel. Après l'homélie de l'aumônier des armées et la sonnerie aux morts, les paras du 17e RGP ont porté le cercueil de leur jeune camarade vers sa dernière demeure. À la demande de la famille, seuls les proches ont pu assister à la mise en terre d'Abel. Mais derrière eux, c'est tout un village qui a pleuré. Un an après la catastrophe de Fukushima, EDF se dit prête à faire face à un accident nucléaire de grande ampleur grâce à ses bataillons d'intervention. Ils sont actuellement en démonstration dans la Vienne, une revue d'effectifs pas forcément très rassurante. Les voici, ces super pompiers du nucléaire, présentés officiellement à la presse. Tous volontaires, ils ont signé pour 5 ans maximum.
La mission de ces forces d'action rapide nucléaire, c'est d'intervenir très vite et à tout moment dans n'importe quelle centrale française connaissant une situation d'extrême urgence. Une situation extrême, tout simplement, c'est une situation où on ne serait plus en mesure de refroidir un réacteur nucléaire, finalement. Et donc, effectivement, après Fukushima, on s'est posé des questions de comment très rapidement retrouver ce refroidissement. Depuis le mois de janvier, ces bataillons s'entraînent donc sur le site de la centrale nucléaire de Civaux. Sur ces images, il s'agit par exemple de réalimenter en eau, en moins de 25 minutes, le réservoir d'un réacteur. Sur le papier, l'exercice est simple, mais il pourrait se compliquer dans une centrale coupée du monde, comme à Fukushima. Nous aujourd'hui, on a soit un tremblement de terre, soit une inondation. Et donc des capacités d'intervenir avec une centrale inondée et donc arriver par hélicoptère et amener le matériel par hélicoptère parce que les routes ne sont plus accessibles. Et pour compléter tous ces moyens humains, des robots radiocommandés comme celui-ci seront également prêts à assister les 300 agents d'urgence recrutés par EDF. 5 anciens salariés de Cifrance poursuivis par la justice. Ils ont été mis en examen hier à Lille. Ils sont soupçonnés d'avoir volé de l'alcool et des marchandises à bord des bateaux entre 2008 et 2009. Le préjudice serait évalué à plusieurs centaines de milliers d'euros. Mis en examen pour vol en bande organisée et abus de confiance, le juge d'instruction lillois a finalement décidé de laisser ces 5 anciens salariés de Cifrance libres. Placés sous contrôle judiciaire, ils devraient être réentendus ultérieurement. Ils étaient depuis mardi en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie du Portel à propos de fraude présumée sur les ventes de duty-free à bord des navires. Parmi ces salariés, 2 anciens barmen qui contestent les faits qui leur sont reprochés. Ils savent bien entendu l'un et l'autre qu'il y avait pour le moins une gestion qui pouvait poser problème au sein de Cifrance. Pour la période de janvier 2008 à juin 2010, c'est la période couverte par la prévention. Ils savent qu'effectivement un certain nombre de choses se passaient, mais ils considèrent qu'ils étaient étrangers à tout cela. L'enquête judiciaire avait commencé il y a 2 ans, à la suite d'une plainte de la direction de Cifrance. Elle avait mandaté un commissaire des comptes pour vérifier sa comptabilité. De nombreuses erreurs, écarts et différences sont alors relevés dans les ventes effectuées à bord des bateaux fin 2009. Contactée par téléphone, la direction n'a pas souhaité pour l'instant s'exprimer. C'est la première fois que d'anciens salariés de la compagnie de ferry sont mis en examen. Avant qu'ils ne soient reconvoqués dans les prochains mois par les juges d'instruction, l'enquête se poursuit. Le vol en bande organisée est puni de 15 ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d'amende. Angela, coincée dans le port de Saint-Malo pour le plus grand bonheur de son équipage. C'est l'histoire étonnante de ces 3 marins laitons immobilisés avec leur cargo en attendant qu'ils soient vendus aux enchères. Des vacances forcées qui durent et dont le rythme convient parfaitement à ces pré-retraités de la marine marchande. Vous savez, ne pas naviguer, c'est un problème pour ce navire, mais pas pour nous, parce que nous sommes de vieux marins. Nous avons beaucoup d'expérience, de longues années de pratique. Pour nous, être à Saint-Malo pendant 1 an, c'est vraiment très bien. Après une première vente ratée en juin dernier, le vraquier sera à nouveau mis aux enchères aujourd'hui, mis à prix 500 000 €. Pour nos marins laitons, le séjour malouin touche peut-être à sa fin. Le Vendée Globe, c'est dans 8 mois. Le départ aura lieu le 10 novembre prochain. 18 skippers sont déjà inscrits. Bertrand de Broc aimerait faire partie de l'aventure. Seul problème, il n'a pas les moyens de financer son bateau. Il a donc lancé une souscription. Son message, Solitaire cherche foule de sponsors. Derrière son ordinateur, Nathalie trépigne d'impatience. Cette sablaise est depuis 2 jours un sponsor heureux du Vendée Globe. Pour 50 €, elle a pris possession d'un coin de coque, celle du bateau encore virtuel de Bertrand de Broc. Il a déjà fait 2 fois, il a tenté de le faire 2 fois. Il a eu une histoire qui était assez impressionnante quand il s'est coupé la langue et qu'il a fallu la recoudre en pleine mer. Et voilà, je trouvais que c'est un peu comme si moi je faisais le tour du monde.
avec mes enfants. De l'énergie à revendre pour un projet à part. Le solitaire ne ménage pas sa peine et cherche sponsor désespérément. 30 000 pour un budget d'1,5 million d'euros. Aujourd'hui, ils sont seulement 1000 à vouloir inscrire leur nom, mais l'aventure est en marche. Tout à l'heure, je parlais d'un crépier breton et voilà, il nous a offert 20 noms, c'est-à-dire que c'est 1000 €, mais c'est 20 noms qui va faire gagner à ses clients dans une crêperie. Voilà, on imagine plein de choses autour et puis des entreprises qui attendent aussi le bateau, mais qui sont pas loin de nous aider. Après 2 abandons en 92 et 96, le skipper du large veut remuer ciel et terre pour aller au bout. Une image qui donne envie. Aujourd'hui, je ne peux plus aller en mer parce que j'ai plus de bateau, j'ai plus les moyens d'en avoir un. Mais j'estime que son projet il est génial. Ça a bien marché en 96, c'était ça. Hein. Donc ça va marcher aussi. Hein, voilà. Audacieux et sincère, le solitaire se voit déjà en votre compagnie pour son tour du monde. On a retrouvé le gagnant du loto du ticket validé dans le Nord au mois de janvier dernier. En fait, ils sont 2. Les millionnaires avaient jusqu'à dimanche pour réclamer leur gain, 3,5 millions d'euros. Ont-ils eu une deuxième fois de la chance ou sont-ils décidément joueurs? La question est posée. Est-ce que c'est vous qui avez gagné les 3,5 millions d'euros? Pas moi, j'aurais bien voulu. Hein. Non, pas du tout. Je ne joue pas. Mais qui est donc l'heureux gagnant? En vérité, ils sont deux amis qui ont coché les 6 bons numéros, impossible d'en savoir plus. 3,5 millions d'euros, le jackpot, dans le plus total anonymat. Je l'envie, oui, quand même, oui. Mais bon, en même temps, je suis content pour lui. Content pour notre duo gagnant, car dans 3 jours, ce ticket en or ne valait plus rien. Les 2 chanceux ont vraiment joué le suspense. J'aurais peut-être fait pareil, j'aurais peut-être fait attendre aussi. Pourquoi ? Le piment dans le jeu, peut-être. Bah, peut-être qu'il ne le savait pas, ou peut-être qu'il n'était pas là. On peut même dire qu'on se serait presque inquiété pour nos nouveaux millionnaires. Au départ, ils étaient tristes pour lui. Ils se disaient le malheureux, il a dû perdre son ticket. Quand il va s'en rendre compte, ça sera dommage pour lui. Et depuis ce matin, qu'ils apprennent qu'il a enfin été chercher son argent, la plupart des gens tournent à la jalousie. Car jamais un grand gagnant du loto n'avait attendu aussi longtemps avant de se faire connaître auprès de la Française des Jeux. Ces 20 dernières années, 21 gains supérieurs à 1 million d'euros n'ont pas trouvé preneur. Et non, il n'y a rien. Ben, je vous remercie. La Biennale d'art singulier à Dijon, une 2e édition construite autour de la collection d'art populaire contemporain de Louis Marcel. Ce collectionneur aime les créateurs au parcours atypique, différent. On est presque dans la contre-culture. C'est en tout cas ce qu'il explique avec un certain franc-parler. Aux États-Unis, un self-made man, un gars qui se fait tout seul, dans l'industrie, dans le commerce, c'est un génie. En France, quelqu'un qui se fait tout seul dans l'art, c'est un con. Et il n'est pas reconnu parce qu'il n'est pas sorti des écoles, etc. Art brut, art populaire, art singulier. Au fond, dit Louis Marcel, peu importe les appellations. Dans cet art de tout le monde, pour tout le monde, l'œuvre est indispensable à la vie de son auteur, parfois même à sa survie ou à son équilibre mental. Tenez, ce gars-là détestait ses voisins, et dans ses toiles, il les a sacrément arrangés. Ces masques qu'on dirait africains sont l'œuvre de Simone Le Carré-Gallimard et tous leurs matériaux viennent des poubelles qu'elle a fouillées avec son mari pendant des années. André Labelle, l'auteur de cette merveille, était jardinier municipal. Voilà ce que propose cette expo. Un regard, je dirais, éclectique sur tout ce que l'on a appelé à tort l'art brut, c'est-à-dire toute cette frange de l'art contemporain qui est réalisée par des autodidactes, par des retraités, par des malades mentaux, etc., qui travaillent sans se soucier des modes, sans même savoir si ça va plaire, sans même de soucis esthétiques, je dirais. Pour moi, ce sont des créateurs contemporains à part entière. Ce matin-là, Louis Marcel faisait une visite guidée pour des enseignants qui viendront ensuite avec leur classe. De par leur approche spontanée, leur regard tout neuf, les enfants sont souvent les meilleurs spectateurs de l'art brut. Alors n'hésitez surtout pas à les accompagner à cette expo qui se tient jusqu'au 8 avril au Parc de l'Arquebuse à Dijon. Tout de suite, votre édition des initiatives.